et qu'il suffisait de le déclarer pour que ça devienne vrai. Et le premier, c'est quoi? C'est la propriété privée des moyens de production, d'accord? Donc en fait, c'était dans la nature. Vous voyez, c'est un discours qui revient en permanence, ça, d'accord? C'est quelque chose qui était inscrit dans la nature, c'est le retour à la nature permanent, d'accord? Et sous prétexte qu'on ne pourrait pas revenir compte parce que c'était fondé comme ça, évidemment. Il est évident que Monsieur Mittal et Madame Bettencourt, par nature, c'était inscrit, devaient posséder ces moyens de production-là et gagner je ne sais pas combien de millions par minute ou par heure. Voilà. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Donc il y a un enjeu de lutte des classes que nous devons faire nôtre ici sur cette pratique de la valeur aussi. C'est de dire c'est une convention politique et faire reconnaître socialement la valeur de la production indépendamment de la manière dont le fait le mode de production capitaliste. Donc, conclusion de cette partie-là. Non, je voulais ajouter quelque chose. Là encore, vous voyez bien à quel point ça n'a pas de sens lorsque des discours de gens qui quelque part nous sont quand même alliés par certains aspects, il faut le reconnaître d'un point de vue de la politique objective, mais lorsqu'on tient des discours sur le principe de décroissance, vous voyez que c'est toujours adhéré, et je vais en parler tout à l'heure, au discours de la classe dominante. C'est-à-dire que la classe dominante propose un certain nombre de mécanismes liés au développement social, et là on les épouse. C'est-à-dire, on part du principe que ce qui doit régir l'économie, c'est un principe de croissance, c'est-à-dire l'autre nom finalement de l'accumulation du capital. Et donc, nous on va juste se situer sur ce gradient-là. Alors, faire la révolution, c'est dire ce gradient-là, on n'arrête pas de foutre, d'accord? On passe à autre chose maintenant, parce qu'on est en mesure de le faire, d'accord? Parce qu'on est la classe révolutionnaire. Donc, pour conclure sur cette partie-là, je laisse la parole à Marx et Engels qui disent « Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. » Vous voyez le caractère objectif de la chose. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte des classes existantes. D'accord ? On est en train de théoriser, on est en train de convoquer l'histoire, la nature, on est en train de convoquer cette matière qui est l'histoire et que nous faisons. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. L'histoire n'est pas une matière indépendante de nous, nous la faisons. D'accord ? Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est de modéliser quelque part, quand je voyais des termes plus communément admis aujourd'hui, on est en train de modéliser les mécanismes qui permettent de la comprendre. On n'est pas en train de dire « Ah tiens, ce serait sympa qu'il y ait une lutte des classes et qu'on tape sur les capitalistes, donc c'est cool ». C'est pas ça, d'accord ? Ça va bien au-delà de ça et c'est bien pour ça que c'est bien plus puissant. Donc, elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Marx dira que le communisme est le mouvement d'abolition du capital, d'accord ? Le communisme, il est déjà là, d'accord ? Et le problème, c'est que, oh bien, on nous fait regarder à côté, d'accord ? Vous savez, c'est un vieux principe. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, c'est déjà ça aussi, hein. C'est-à-dire que ce que nous dit Socrate, c'est ça sert à rien de leur bourrer le mou sans cesse, de leur taper sur la tête et de leur dire t'as rien compris, le monde réel il est derrière toi. Et non, il faut susciter en eux la question et les faire changer d'orientation. D'accord ? Ben là, c'est de la même manière en fait. Hein. C'est-à-dire que le communisme, notamment en France, parce que c'est vrai aussi ailleurs, mais quand même c'est largement vrai chez nous. Il y a au sein de ceux qui organisent en plus ces cafés des personnes qui n'y sont pas pour rien, et j'y reviendrai, sur un héritage humain qui nous revient de droit, qui ont construit un certain nombre d'institutions politiques, économiques, qui sont sans cesse attaquées, ouvertement, encore une fois, par le MEDEF. Quand Danny Kessler, ancien dirigeant du MEDEF, dit il faut s'attaquer et déconstruire méthodiquement les acquis du CNR, là d'un seul coup c'est clair, encore une fois. Eux ils ne s'en cachent pas, alors pourquoi nous on devrait s'en cacher? Donc, là, tout ça pour dire que le communisme, il est déjà présent dans le fait que les luttes se sont déjà inscrites. C'est ce que Marx, dans le livre 6 du Capital, qui malheureusement, le livre 6 inédit est trop peu lu, lorsqu'il parle de domination formelle et réelle, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, comme pour mon exemple tout à l'heure de la bourgeoisie, c'est-à-dire que la bourgeoisie ne s'est pas réveillée un matin et s'est dit, tiens, on va prendre le pouvoir, on va faire la révolution. D'accord ? C'est un rouage qui se met en place. Donc il y a une domination formelle, c'est-à-dire une domination dans la forme à un moment, c'est-à-dire avant la Révolution, pour le cas français, avant la Révolution française, c'est-à-dire, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de plus en plus de richesse, de plus en plus d'importance, de plus en plus de biens. Donc ils ont une domination formelle. Finalement, c'est eux qui peuvent commencer à décider tout ça, mais on ne leur laisse pas les moyens parce que, d'un point de vue institutionnel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'aristocratie qui règne, point barre. D'accord ? Et la révolution, le saut qualitatif révolutionnaire, va permettre justement une domination réelle. C'est-à-dire qu'à un moment, on institutionnalise
ce qui correspond au discours de la classe qui devient dominante. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. D'accord ? Donc, eh bien, nous, c'est la même chose. Il faut prendre conscience, et je le dis vraiment en pesant mes mots, c'est pas juste une petite prise de conscience, il faut prendre conscience du caractère révolutionnaire dans lequel nous nous inscrivons, et il faut le revendiquer, garder cet héritage devant nos yeux et le poursuivre surtout, parce que là il y a eu une période d'abandon un peu historique où finalement le flou a régné, le relativisme a régné, tout vaut tout, et finalement, enfin tout vaut tout, ils sont quand même globalement d'accord pour dire que tout vaut tout sauf le communisme, parce que là ça c'est vraiment de la merde, d'accord ? Donc il faut nécessairement que de la même manière, et j'accélère, nous passions de cette domination formelle qu'on ne constate pas encore parce qu'on n'est pas suffisamment organisé et structuré, d'où manifeste du Parti communiste. Ça me permet quand même de rappeler, puisqu'aujourd'hui il y a certains individus qui nous font croire que l'auto-mouvement du capitalisme est indépendant des forces productives de l'histoire. Il y a des marxiens qui nous disent finalement le capitalisme ça va se casser la gueule tout seul. L'histoire c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc surtout restez chez vous. Et finalement ils font toujours le jeu des mêmes. D'accord ? Suivez mon regard. Donc nous, il faut que nous apprenions justement à renouer avec cet héritage qui s'inscrit dans cette domination formelle pour qu'advienne la domination réelle du prolétariat. Donc, comment, et c'est la raison pour laquelle le manifeste s'ouvre sur bourgeois et prolétaires, on va revenir rapidement parce que je vais éviter de passer trop de temps dessus, mais sur ces deux figures, le prolétariat et la bourgeoisie, qu'on comprenne bien la nécessité qu'il y a à cette prise de conscience de classe, d'accord ? Je le disais tout à l'heure, le prolétariat, il a ça de fort, le concept de prolétariat a ça de fort qu'il nous permet justement d'une unification. Hein. C'est pas pour rien si le manifeste termine, je ne sais pas si on verra la caméra, mais par prolétaires de tous les pays, unissez-vous, d'accord ? Alors comme ça, encore une fois, ça paraît un beau slogan, seulement vous voyez bien, d'autant plus aujourd'hui, qu'il n'y a rien de plus compliqué. Pas plus tard qu'hier soir, dans une association amicale, Réseau Salariat, une dame est venue protester, vitupérer, etc., perdre de temps, sous prétexte que j'avais écrit un texte qui était profondément antiféministe et sexiste, et que donc j'étais misogyne, et que j'avais rien compris à l'intersectionnalité, etc. Donc j'en suis revenu simplement au principe de base, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce que je dis depuis déjà des années, et ce que je suis loin d'être le premier à dire, mais malheureusement vous voyez bien que sans cesse, et y compris chez nous, c'est ça le problème, c'est que vous avez d'un côté une classe dominante qui a su s'organiser, même si on verra que si aujourd'hui elle est si exterministe et impérialiste, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est en train de perdre le pied. Et nous, de notre côté, on est en train de se mettre des bâtons dans les roues, parce que finalement, en fait, le véritable oppresseur pour cette dame hier au soir, d'un point de vue des rapports de production, c'est moi, d'accord ? Vous voyez bien que ça n'a absolument pas de sens. Donc, aussi simple que ça puisse paraître, vous voyez bien qu'on a assisté ces dernières décennies, même plus que ces dernières années, à sans cesse la mise en lutte interne au prolétariat. Encore une fois, Michel Coscar disait à juste titre, le capitalisme amènera la guerre civique chez les pauvres. C'est-à-dire que pendant que la classe dominante fait ses petites affaires, nous, on est en train d'aller voir chez le voisin s'il n'est pas trop basané, s'il n'est pas trop noir, si finalement c'est pas plutôt la domination du mari sur sa femme, etc. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, mais là je ne vais pas épiloguer là-dessus, que ces luttes-là ne doivent pas être intégrées, évidemment qu'elles doivent l'être. Simplement ce que nous montre l'histoire, c'est que justement, le progressisme a consisté à faire évoluer les rapports de production d'un point de vue économique et social, et c'est ça qui a permis aussi une évolution sociétale, d'accord ? Il n'y aurait jamais eu l'émancipation de la femme et le mariage d'amour s'il n'y avait pas eu d'abord une évolution et un contenu matériel, historique et économique qui le rendait possible à un moment donné où de toute façon il n'y avait pas le choix de se marier avec un tel ou tel autre, d'accord ? C'était des questions d'un point de vue de la psyché qui ne se posaient de toute façon pas, en tout cas pas pour la majorité, pour une minorité encore une fois. Donc, le prolétariat, c'est un concept, le prolétaire, qui nous permet d'agir ensemble. Donc, et c'est pas pour rien, vous voyez, aujourd'hui on peut encore parler des ouvriers, on peut évidemment surtout parler des pauvres, parce qu'on est très très pauvres, on est très très malheureux, d'accord ? Donc il faut bien se complaire là-dessus, et puis si vraiment ça va pas du tout,
eh ben c'est très bien parce que vous avez des petits cabinets de développement personnel qui vont permettre d'aller mieux. D'accord? Donc, mais alors par contre, de prolétariat, ça c'est archaïque, c'est vieillot, c'est pourri, ça sert à rien, d'accord? Ça, surtout, on ne veut pas en entendre parler. Mais évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et vous voyez bien, on y revient. Si vous n'avez pas la théorie de votre action politique, ça sert à rien. Donc on veut vous priver tout simplement, et même pas forcément toujours consciemment, hein, de la théorie qui vous permet de conduire une action politique sérieuse, concrète, efficace. Donc, et je rappellerai quand même que prolétaire aussi, ça vient à l'origine quand même de progéniture aussi, celui qui n'a plus que sa progéniture. Vous voyez, la force conceptuelle et littéraire et objectif de la chose, c'est-à-dire que c'est celui qui doit nécessairement vendre sa force de travail pour subsister, et donc il n'a que ses gamins pour subsister. C'est pas pour rien si du coup dans les milieux ouvriers au 19e siècle, vous voyez bien qu'il y a encore un problème socio-économique quand de toute façon la seule chose qui fait qu'on peut subsister c'est faire des enfants, et on fait des enfants, d'accord, hein, et évidemment la bourgeoisie dira bah, regardez-les, voilà, ils n'ont pas d'argent et puis ils se multiplient. Donc devenir la classe dominante, ça c'est bon. Donc destruction des antagonismes de classe, parce que l'objectif, contrairement aussi, ça nous permet de revenir là-dessus. Je le dis, si le prolétariat dans sa lutte contre la bourgeoisie se constitue nécessairement en classe, donc d'où la nécessité de ce parti de la classe ouvrière, s'il s'érige par une révolution en classe dominante, ce que je viens de vous dire, et comme classe dominante détruit par la violence l'ancien régime de production, il détruit en même temps que ce régime de production les conditions de l'antagonisme de classe. Il détruit les classes en général et par là même sa propre domination en tant que classe. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que vous voyez bien qu'encore une fois, c'est bien la lutte des classes, un outil de mesure objective du développement social que Marx utilise pour parler du mode de production capitaliste. Alors qu'on est sans cesse en train de nous faire le procès inverse. Ce serait nous les pas gentils qui voyons une lutte de classe là où en fait il y aurait des gens qui seraient prêts à dialoguer gentiment avec nous. On a vu comment Macron dialoguait à peu d'ordonnance avec nous, il en a absolument rien à foutre, d'accord? Donc ils ne sont pas là pour dialoguer, ils ont des intérêts de classe, point barre, mais le problème c'est qu'on a oublié que nous aussi. Et c'est avec ça qu'il faudrait absolument renouer. Justement, le principe du mouvement communiste, c'est d'abolir les classes sociales, d'accord? Donc c'est justement pas de les ramener sans cesse sur le tapis. Si on le fait, c'est parce que le mode de production dans lequel nous vivons nous conduit à le faire. Et de l'autre, nous avons une bourgeoisie dont j'ai déjà parlé, qui se caractérise, et c'est là que ça devient intéressant, nous dit Lukács, par aussi la fausse conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité que nous devons déployer en tant que classe révolutionnaire, c'est justement cette prise de conscience de tout ce dont je suis en train de parler là aujourd'hui, où j'invente finalement pas grand-chose, puisque je ne fais que retranscrire ce que Marx et Engels disaient déjà. C'est-à-dire renouer et comprendre la nécessité de se structurer en tant que conscience prolétarienne. Là où la bourgeoisie finalement poursuit des intérêts, et quels sont ces intérêts? Eh bien, entre autres, l'accumulation du capital, c'est-à-dire la recherche de toujours plus de profit, mais sans forcément être structurée en tant que telle, d'accord? Elle n'a pas forcément intégré les conditions objectives de sa classe, d'accord? Elle poursuit des intérêts individuels aussi qui se conjuguent les uns les autres, mais qui font qu'elle n'est pas organisée nécessairement comme telle, d'accord? Elle l'a été pour prendre le pouvoir, mais aujourd'hui c'est déconstruit. Là où notre force à nous est justement de prendre acte de l'histoire dans son mouvement en totalité et de la faire nôtre et de modifier cela. D'accord? Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que malgré cette fausse conscience, on l'a vu, la classe dirigeante, elle introduit un principe antidialectique, c'est-à-dire qu'elle nous fait poser le discours qui est le sien, d'accord? C'est-à-dire accepter simplement d'aller se vendre, par exemple, d'accord? D'accepter, j'y reviens, qu'il y ait des partenaires sociaux, d'accepter tout ce que vous avez l'habitude d'entendre, d'accord? D'accepter simplement des choses qui, probablement, j'espère, dans 200 ans, nous paraîtront complètement hallucinants. C'est-à-dire d'aller sur un marché du travail, se vendre comme il y avait un marché aux esclaves, finalement, et accepter qu'on vous maltraite n'importe comment, d'accord? Et on accepte ça, d'accord? On dit aux enfants, il faut que tu apprennes quand même à te vendre, il faut que tu réussisses, que tu aies machin, etc. Sans cesse, d'accord? Et donc c'est de ça dont il faut se défaire, ok? C'est le même discours de la méritocratie, d'accord, qui revient encore une fois avec Macron. C'est-à-dire, indépendamment de toute détermination sociale,
le même étudiant entre celui qui est obligé de bosser à temps partiel à côté pour payer ses études, dont les parents sont incapables de l'aider pour subvenir à ses besoins, qui n'a pas le réseau de ses parents, et l'autre qui ne s'est donné, comme disait Beaumarchais au moment de la Révolution bourgeoise, que la peine de naître, eh bien il n'y aurait rien, ce serait qu'une question de mérite, d'accord, hein. Il y en a un qui est méritant, et l'autre, bon, c'est un beau branleur, voilà, et en plus, ça se trouve, il fume des pètes de temps en temps, donc n'en rajoutons pas, d'accord. Donc, ce qu'il faut bien comprendre en revanche, et je reviens de nouveau au texte, c'est que la bourgeoisie, elle est en train de se décomposer finalement, d'accord? Elle est en train de céder sa place, mais encore faut-il que nous soyons au rendez-vous, d'accord? Parce que ça se fait pas tout seul, et je vais en vouloir pour preuve, pour terminer sur l'objectivité aussi, j'en veux pour preuve un article paru dans Natixis. Alors vous voyez, Natixis, c'est pas l'humanité, hein, d'accord, qui dit, vous pourrez vous y référer, ça date du 2 février 2018, la dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévu Karl Marx. C'est pas moi, hein, c'est Natixis, d'accord, on est bien d'accord. Donc on observe bien aujourd'hui, je vais revenir là-dessus, dans les pays de l'OCDE, la succession d'évolutions que Karl Marx avait prévues. La baisse de l'efficacité des entreprises, toutes choses égales par ailleurs, impliquerait une baisse de rendement du capital des entreprises. Les entreprises réagissent à cette évolution en réduisant les salaires, bizarre, mais cette stratégie a une limite, atteinte quand les bas salaires deviennent trop faibles, c'est la baisse tendancielle du taux de profit, hein, égaux au salaire de subsistance, et les capitalistes se lancent alors dans des activités spéculatives qui font apparaître des crises financières. Natixis, d'accord ? Donc finalement, on dit la même chose que Natixis, donc il n'y a pas de raison de s'en cacher. Et Marx et Engels nous disent les rapports bourgeois sont devenus trop étroits pour contenir les richesses qu'ils ont créées, d'accord ? Parce que l'objectif c'est le profit et c'est la surproduction, d'accord ? Enfin, la surproduction n'est pas un objectif, mais c'est ce à quoi ça conduit, c'est-à-dire qu'on produit des biens non pas pour le commun, ce qui est le propre du communisme, de chacun selon ses moyens, selon ses moyens à chacun selon ses besoins, mais c'est que là on produit dans un but de revendre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le principe de valeur travail. Donc les rapports bourgeois sont devenus trop étroits pour contenir les richesses qu'ils ont créées. Comment la bourgeoisie surmontera-t-elle ces crises ? C'est quand même d'actualité, non ? D'une part, en détruisant par la violence une masse de forces productives, on ne peut plus clair. D'autre part, en conquérant de nombreux marchés et en exploitant à fond les anciens. Donc, d'une part, c'est ce qui s'est passé en France ces dernières décennies, hein, d'accord ? Donc on va fermer un certain nombre d'usines parce que le marché et la concurrence font qu'il faut les fermer, puis on va délocaliser. Et d'autre part, on va ouvrir de nouveaux marchés, d'accord ? Simplement. Quels sont les effets ? La préparation, alors c'est très important, quels sont les effets ? La préparation de crises plus générales et plus puissantes, ce qui revient à diminuer les moyens de les éviter, d'accord ? Et c'est ça que nous connaissons aujourd'hui, d'accord ? Peut-être que ce n'est pas la crise terminale, en tout cas, c'est une crise qui montre bien que ce mode de production est en train, tout simplement, de se casser la gueule. Donc, dans le temps qui m'est imparti, ça va aller. Je vais revenir rapidement, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, donc elle sera plus complète et plus détaillée si ce n'est pas suffisamment clair, sur la baisse tendancielle du taux de profit. On a vu tout à l'heure que dans le mode de production capitaliste, la mesure de la valeur économique des biens et services est mesurée par le temps de travail nécessaire à leur production. Donc ça veut dire que la seule chose, et ça c'est bien de le garder en tête, la seule chose qui produit de la valeur, c'est le travail humain. D'accord ? C'est ce que Marx appelle le travail vivant. D'accord ? Je cadre les choses pour le moment. La concurrence fait que, quand on produit une marchandise, c'est ce que je disais tout à l'heure, imaginons que le temps moyen de production de cette marchandise à l'unité ce soit 35 heures, si un concurrent la produit en 32, il va falloir la produire en 28, et puis en 26, et puis en 20, et puis en 15, etc. C'est sans fin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Il va falloir rechercher la diminution du temps de travail par unité produite. Et c'est comme ça qu'on comprend, encore une fois, avec des outils d'analyse objectifs efficaces, ce qui se passe quand Cash Investigation va enquêter sur Lidl, pourquoi les employés ont des casques, etc. Pourquoi chez Amazon on leur met des bracelets pour être sûr qu'ils ne sont pas en train de faire autre chose, etc. Mais c'est parce qu'il n'y a pas le choix, il faut diminuer le temps de travail par unité produite, d'accord ? C'était déjà le principe du taylorisme, c'était déjà le principe du toyotisme. Là, le problème c'est qu'on nous isole quelque chose et on nous dit encore une fois, pensons Charlot, Bourdieu, oh là là c'est mal, c'est pas gentil. Ok, mais ça nous dit quoi en réalité ? Ça nous dit que le capitalisme est en train de se casser la gueule, donc c'est quand même vachement plus intéressant, d'accord ? Que simplement de dire oh là là, c'est pas vrai. Oui, évidemment que c'est pénible, et on est les premiers à le dire, et certainement depuis bien avant que je mette les pieds sur terre.
d'accord? Et néanmoins, c'est quand même en train de nous dire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas le choix. Et donc en fait, ça c'est des recours qu'ils trouvent, et encore une fois, c'est ce que Marx montre très bien dans le Capital. C'est que finalement, c'est pas parce que le bourgeois un jour se dit tiens, je reviens à mon image de Robinson, il se dit pas un jour tiens, je vais vraiment être un enculé et je vais tout simplement aller les dominer et les écraser, etc. Non, il a envie de vendre des tapis, il a besoin de manœuvres pour travailler ses tapis, il veut revendre ses tapis et il a envie qu'il y en ait un peu plus qui rentrent dans sa poche. Voilà, a priori, c'était pas. Mais simplement, et d'où l'intérêt de comprendre les logiques de développement social et historique. Donc le problème qui se passe, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la baisse tendancielle du taux de profit aussi, c'est que la machine, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est du temps de travail humain ancien et condensé en fait. Il a fallu, j'avais cette discussion, vous voyez, normalement c'est pas trop compliqué à comprendre quand on vous a pas trop détruit le cerveau. J'avais cette discussion-là avec mon fils de 6 ans et il la comprend très bien. Et que finalement, parce qu'il nous disait la semaine dernière, il disait à sa mère, bah non mais t'as qu'à arrêter de faire le ménage, on n'a qu'à prendre des machines, etc. Et nous on lui a dit, mais oui, mais qui les construit les machines? Là d'un coup, d'autres machines, les autres machines, donc derrière il y a bien toujours quelqu'un qui produit ces machines. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on le voit plus parce que c'est bien caché que ça n'existe pas, d'accord? C'est pas parce que les médiatisateurs, plutôt que les médias, finalement dans leur grande majorité oublient les ouvriers, c'était Fakir qui avait, à juste titre, s'était efforcé d'écouter France Inter pour voir à quel moment il était question justement des ouvriers, etc. Et en fait, il avait trouvé, je vous renverrai plutôt que de dire des bêtises, mais vraiment une infime partie dans la journée de sujets qui concernaient vraiment les ouvriers, alors qu'ils représentent encore 35% de la population. Et si on élargissait, non pas parce que c'est des statistiques évidemment qui sont faites, et c'est pas des statistiques marxistes, donc si on élargissait évidemment à ce qui concerne le prolétariat, on serait à bien plus de 35%, d'accord? Donc, leur problème, c'est que le profit moyen, d'accord, c'est pas le profit constant, c'est le profit moyen et général, est sans cesse en train de diminuer, en même temps qu'il y a une prise de conscience de la classe comme classe révolutionnaire. Donc Marx nous dit, je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette citation, donc je la découvre avec vous, mais je suis convaincu qu'il y avait une raison, donc on va la voir. En fin de compte, toute activité productive, abstraction faite de son caractère utile, est une dépense de force humaine. Donc oui, effectivement, on y revient, d'accord? Ce qui produit la valeur et ce qui produit des biens, c'est l'homme, d'accord? C'est pas la machine. La confection des vêtements et le tissage, malgré leurs différences, sont tous deux une dépense productive du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l'homme, et en ce sens du travail humain au même titre. La force humaine de travail dans le mouvement ne fait que changer de forme dans les diverses activités productives, doit assurément être plus ou moins développée pour pouvoir être dépensée sous telle ou telle forme, mais la valeur des marchandises représente purement et simplement le travail de l'homme, une dépense de force humaine en général, le capital, section première. D'accord ? Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la valeur travail. Okay ? Avant de faire un état des lieux des forces politiques en présence à gauche, qui va quand même nous intéresser par rapport à l'actualité de la pensée marxiste, j'aimerais revenir aussi sur un autre point important, puisqu'il en est fait état dans le manifeste et qu'on l'oublie trop souvent, c'est-à-dire que, de la même manière, Marx et Engels prévoient déjà l'avancée cosmopolitique c'est-à-dire en fait ils prévoient déjà la mondialisation, simple, d'accord ? Et dans le même temps, ils expriment déjà l'intérêt qu'il y a pour le prolétariat de se structurer en classe révolutionnaire nationale dans des objectifs internationaux, d'accord ? C'est-à-dire un internationalisme bien compris. Là où d'ordinaire, encore une fois, on nous dit finalement les communismes et leur internationalisme, c'est un peu la même chose que le capitalisme et la mondialisation, d'accord ? Vous voyez, histoire de s'absenter de penser, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'y reviens rapidement sur cette question nationale, puisque page 23. Marx nous dit, par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a ôté à l'industrie sa base nationale. Les anciennes industries nationales ont été détruites et le sont encore tous les jours, d'accord ? Donc il est clairement déjà en train de nous exposer le fait que
pour les raisons qu'on vient de voir et sur lesquelles je ne vais pas revenir, recherche de profit, élargissement des marchés, etc., le capitalisme tend à s'élargir au niveau mondial et donc à créer un mondialisme. D'accord. Et il dit au grand désespoir des réactionnaires, c'est-à-dire, vous voyez le principe de fausse conscience là, c'est-à-dire au détriment, aux grandes dames de la petite bourgeoisie, ou de la grande bourgeoisie plutôt, qui était attachée à un capitalisme à papa, c'est-à-dire un capitalisme familial, qui s'en transcrit, etc. Celui dont on voudrait nous faire croire que celui-ci il était bien sympathique, hein, en voilant les aspects d'extorsion de la plus-value qu'il représente, sur lesquels on pourrait quand même revenir. Ce que vous voulez, c'est du Proudhon, c'est du Proudhon réactualisé, quoi. Finalement, il y avait un capital. En un temps, il y avait un capitalisme, il était bien gentil, ils étaient quand même sympas. Et puis le patron il connaissait ses ouvriers, donc si on pouvait revenir à ça. Vous voyez pourquoi j'ai fait le détour, j'ai essayé d'aller vite pour ne pas vous ennuyer avec ça, mais j'espère l'occasion d'en reparler. Si j'ai fait ce détour au départ par Hegel et par la philosophie de l'histoire, c'est pas pour rien. C'est pour comprendre de la même manière que quand Rousseau nous parle de l'état de nature, il dit on s'en est arraché à jamais. C'est pas pour rien, c'est que ce capitalisme à papa, on s'en est arraché à jamais, d'accord. Il n'est pas question maintenant de dire c'était mieux, c'était moins bien, on devrait revenir, etc. C'est pas ça, on a beaucoup mieux à faire. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, d'accord? C'est que ça ne sert à rien d'aller chercher dans ce qui n'était pas trop mal, parce qu'on a beaucoup mieux à faire. Et donc, je termine sur la question du patriotisme et de l'internationalisme bien compris. Et je vous renverrai, pour ne pas avoir à m'éterniser sur ces questions, notamment, entre autres, aux travaux de Georges Gastaut sur ces questions qui sont au moins aussi pertinentes et certainement bien plus que ce que je vais dire. Marx nous dit: la centralisation politique fut la conséquence fatale de ces changements. Des provinces indépendantes, tout juste fédérées entre elles, ayant des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs douaniers différents, ont été réunies en une seule nation, avec un seul gouvernement, une seule loi, un seul intérêt national de classe, derrière un seul cordon douanier. J'enchaîne tout de suite pour reprendre la totalité. De même, il nous dit comme le prolétariat de chaque pays doit d'abord conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation, il est encore par là national, mais ce n'est pas au sens bourgeois du mot, d'accord? Donc il est en train de nous dire, ce qu'on a vu au début, c'est d'adhérer au discours de la classe dominante qui entend ce par quoi elle entend le nationalisme, etc. D'accord? Évidemment, c'est pour des raisons historiques et de développement social que nous devons d'abord nous structurer en tant que classe nationale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un principe internationaliste derrière. Non, il y a une complémentarité de ces contraires apparents, d'où les lois de la dialectique. D'accord? Donc, je terminerai assez rapidement quand même sur quelque chose qui va nous importer, parce que là, on a évidemment parlé de la théorie, maintenant on va revenir sur l'action politique concrète. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on en fait? Puisque c'est ce que j'ai vécu au début, Marx et Engels ne dissocient jamais la théorique du pratique. Donc, faisons un bref état des lieux des forces politiques en présence, que je vous propose et que vous pourrez critiquer à l'occasion si vous le souhaitez, mais je dis bien les forces politiques présentes à gauche, parce que c'est là ce qui nous intéresse pour le moment. Dans un premier temps, à mon sens, on peut cerner, et ce que j'ai d'ailleurs dans un de mes livres, Faucon Rouge, longuement développé, c'est-à-dire une nébuleuse écolo-réactionnaire et paganisante. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, on va faire simple, on va les définir par la manière dont eux se définissent par opposition, hein, ils s'opposent en s'opposant, hein, comme l'enfant, parce que souvent, malheureusement, ils n'ont pas dépassé ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils sont anti-communistes, ils sont anti-rationalistes, parce que le rationalisme, ça a créé le goulag, et c'était déjà présent chez Hegel, c'était déjà présent chez Platon, et c'est totalitaire, donc bref, on n'en parle plus, d'accord? Ils sont évidemment anti-chrétiens, d'autant plus qu'en plus avec la théologie de la libération, on ne manquerait plus maintenant que les chrétiens vont se mêler à ça. Ils sont naturalistes, et à l'occasion, pourquoi pas nietzschéens aussi, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le consensus nietzschéen, qui parlait davantage des sbires nietzschéens que de Nietzsche lui-même. Donc, voilà ce qui les caractérise. En fait, pour faire simple, on pourrait dire que ça va finalement de Michel Onfray à Alain de Benoît, d'accord? Vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a une composante, la composante philosophique, la matrice de leur composante philosophique, c'est un naturalisme plat, d'accord? C'est Cosmos de Michel Onfray, c'est chacun doit retrouver la place qui est la sienne désormais, finalement tout est fixe, d'accord? Et en même temps avec une teneur paganisante, parce qu'ils ne peuvent plus se revendiquer chrétiens, vu qu'ils sont anti-chrétiens, qu'on retrouve chez Alain de Benoît, et dont on a vu d'ailleurs dans le numéro d'éléments de cet été, je crois, où il vantait justement les figures du paganisme, etc. Parce qu'en fait, c'est un paganisme qui est vanté en opposition, vous voyez, prolétaires de tous les pays, unissez-vous comme c'est complexe à réaliser, en opposition du coup à l'islam émergente, d'accord? Donc vous avez cette nébuleuse-là, hein, de gauche écolo-réactionnaire, c'est-à-dire qui
Bon, pour Alain de Benoît, évidemment, là c'était pour l'explication, il ne s'est jamais revendiqué de gauche, il ne l'est pas. Mais vous voyez déjà dans la trajectoire, par exemple, de Michel Onfray, on retrouve beaucoup de ces choses-là, c'est-à-dire finalement un naturalisme qui tend vers un écologisme de bas étage et qui finalement sert toujours des intérêts réactionnaires. À côté de ça, nous avons, d'un point de vue plus politique-politicienne, ce que j'ai appelé un citoyennisme bourgeois, keynésien et sociétalisme. Pour faire simple, c'est la gauche de Mélenchon, d'accord ? C'est-à-dire elle est citoyenniste, c'est-à-dire ça ne va rien dire en fait, d'accord ? On est tous citoyens, donc la révolution citoyenne, bah, c'est celle qui a échoué en avril dernier, d'accord ? C'est parce que finalement, monsieur Arnaud, madame Bettencourt, vous et moi, on est tous citoyens, donc il n'y a pas de problème comme ça, il n'y a surtout pas de lutte des classes, d'accord ? Elle est bourgeois et keynésienne, pourquoi ? Parce qu'en fait tout le programme, et avec mon camarade présent ici, on a écrit un livre qui visait justement à déconstruire les programmes des différents candidats à la présidence, et on a même appelé à le soutenir d'un point de vue politique légitime M. Mélenchon. Néanmoins, le programme économique était ni plus ni moins qu'un programme keynésien, absolument pas socialiste, d'accord ? Il n'y a que les médiatisateurs, encore une fois, qui ont fait croire que c'était le retour du rouge. C'était un programme de régulation et de relance économique de base, d'accord ? Et le terrain sur lequel ils sont le plus souvent est le terrain dont on parlait tout à l'heure de division du prolétariat, c'est-à-dire le terrain sociétal et non pas le terrain social. Et qu'on retrouve malheureusement dans le subjectivisme assumé, qui n'est que l'autre nom de l'individualisme capitaliste, du côté de ceux que j'ai qualifiés d'anticommunisme de gauche, qu'on retrouve par exemple chez un Usul, d'accord ? C'est-à-dire que, et je l'ai longuement critiqué en vidéo, c'est-à-dire que finalement, eh bien, on est de gauche parce que c'est sympa, d'accord ? Et que nous on a envie, mais on peut quand même en débattre, discuter avec les autres, parce qu'on n'aurait pas une théorie scientifique derrière, on avancera à tâtons comme ça, mais on est prêt à changer d'avis, il n'y a pas de souci, d'accord ? Vous voyez, la fausse apparence démocratique qui n'a aucun sens. Quatrièmement, on a, et je passerai rapidement, mais c'est un point important que j'ai déjà évoqué au long de cette conférence, on a ceux qui se disent marxiens et que je qualifie de marxistes idéalistes, c'est-à-dire ceux qui voient le capital comme une entité métaphysique qui s'effondre toute seule. Le capital sera un truc indépendant de la matière historique et des forces productives, et finalement, par entre autres la baisse tendancielle du taux de profit mal comprise, eh bien ça sera en train de tomber tout seul, il n'y aurait pas besoin qu'on prenne conscience de notre classe et que ce rapport de force s'inscrive, et finalement le capital tombe, et nous en attendant, d'ici là, on boit des verres et on attend patiemment. D'accord ? Enfin, je terminerai là-dessus, malheureusement, on a un PCF, c'est-à-dire Parti communiste français, qui un temps nous a légué un héritage que nous devons absolument récupérer, mais qui aujourd'hui, disons-le clairement, et notamment depuis le 22e congrès du PCF en février 1976, où le PCF et sa direction ont décidé clairement de rejeter la totalité de ce que je viens de vous exposer aujourd'hui concrètement, si on devait être clair, c'est-à-dire que toutes les bases scientifiques du matérialisme dialectique et historique, tout ça, ça vaut rien. Finalement, on souscrit complètement à la démocratie bourgeoise. D'accord ? Donc, on a un PCF qui est complètement moribond, qui vacille complètement tout en produisant une critique avec une fausse critique où il utilise lui encore les mots du capital, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout au long de cette conférence, c'est-à-dire on va aller militer et on va aller dans la rue pour dire il faut être solidaire avec les pauvres, il faut nous aider en tant que pauvres, etc. Mais finalement, jamais rien de concret, jamais rien d'efficace et surtout aucune structuration révolutionnaire, d'accord ? Et donc nous, dans tout ça, quand je dis nous, je ne parle pas nécessairement au nom d'un parti. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut reconstruire le parti de la classe révolutionnaire. Et quand je dis nous, je parle pour le prolétariat, d'accord ? Il faut, et j'en ai fait état à plusieurs parties, justement que nous remuons avec l'héritage qui nous revient de droit. C'est quoi l'héritage qui nous revient de droit ? Eh bien, c'est évidemment l'héritage culturel, laissé par certains dans l'humanité, l'héritage culturel au sens livresque et artistique et historique et politique, d'accord ? Et c'est par exemple aussi l'héritage politique institutionnel du CNR, c'est-à-dire finalement tout cela ça valait quelque chose et donc il faut nécessairement renouer avec. Et donc pour ça, il faut reconstruire le parti de la classe ouvrière, donc il faut manifester ouvertement la nécessité de la création, de la poursuite du parti de la classe révolutionnaire. Donc
C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse, et heureusement je ne suis pas tout seul, depuis plusieurs années déjà, d'insister sur cette nécessaire structuration révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je terminerai là-dessus, en disant un peu d'autopromotion. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai constitué avec certains camarades ces derniers temps l'Institut Homme Total, et je me permets de revenir rapidement là-dessus parce que Homme Total est un concept développé par Fourier, par Marx, qui explique justement que l'objectif c'est ça, c'est de prendre conscience de notre classe et de la classe révolutionnaire, et donc de nous défaire de la division sociale du travail, de rendre possible autre chose que nos conditions de travail dans le mode de production capitaliste. D'accord ? Et donc, l'objectif de l'IHT, il n'est pas d'être un parti politique, loin de là. Il est de faire de la formation et de poursuivre ce que j'ai exposé ici, et dans l'intérêt justement que ça serve le parti de la classe révolutionnaire. Voilà, je terminerai là-dessus.